Bonjour à tous, bienvenue pour cette revue mensuelle des marchés financiers pour octobre 2023. Je vous précise, comme d'habitude en préambule, que toutes les informations, tout ce que nous allons voir aujourd'hui, ne constitue en aucune façon une incitation à détenir, à acheter, à vendre des actifs financiers. Ceci étant dit, on va attaquer dans le vif du sujet avec une petite revue de l'environnement macroéconomique. Vous le savez, on entend depuis 2022 énormément parler d'une potentielle récession à venir sur la partie américaine, et force est de constater que pour le moment, on ne voit pas venir grand-chose. Et au final, quand on regarde les anticipations des économistes concernant la croissance du PIB aux États-Unis ainsi que la croissance des dépenses du consommateur américain, ma foi, on peut quand même voir que ça va pas si mal que cela, puisque systématiquement, depuis le début de l'année, ces révisions sont systématiquement relevées. Donc c'est que, au final, on peut considérer que l'économie américaine dans son ensemble, et le consommateur américain dans son ensemble également, ils tiennent le haut du pavé, donc c'est que les choses vont plutôt bien. Est-ce que cela veut dire que les nuages qui ont été évoqués, que l'on aborde également ensemble de manière régulière, se sont intégralement dissipés et que c'est beau temps sur l'ensemble de la planète financière? On va voir cela dans le détail. Et pour commencer, je vais vous montrer le taux de chômage qui a été publié il y a quelques semaines maintenant. Ce qui est intéressant de regarder, en fait, c'est pas tant le taux de chômage en tant que tel, mais c'est surtout l'évolution du taux de chômage par rapport à une moyenne mobile courte. Là, c'est une moyenne mobile mensuelle, parce que le taux de chômage, c'est tous les mois qu'il est publié. C'est une moyenne mobile mensuelle 5, donc 5 mois. Et l'intérêt, c'était de voir si les augmentations significatives du taux de chômage se traduisaient ou pas par un impact sur la performance du marché boursier américain. Là, depuis les 60 dernières années, donc le début des années 60, on constate qu'il y a eu 8 occurrences. Sur ces 8 occurrences, si on accepte le cas spécifique de 2020, qui était vraiment très particulier dans sa physionomie, sinon on peut constater qu'il y a eu effectivement plusieurs phases, notamment 4, où l'augmentation du taux de chômage a été concomitante avec une baisse effectivement du Standard & Poor's. Et puis on a 2 autres occurrences où en gros il s'est soit rien passé au début des années 80, soit le marché a littéralement continué de progresser, donc début des années 80 et début des années 90. Donc, suivant que l'on prenne en considération effectivement cette année 2020 ou pas, la probabilité d'une baisse du marché action, donc du Standard & Poor's, à la suite d'une augmentation significative donc, du taux de chômage aux États-Unis, donc là en l'occurrence au-dessus de cette fameuse moyenne mobile à 5 mois, c'est entre 62 et 75%, donc vraiment prise en compte ou non prise en compte de l'échéance de 2020, qui était encore une fois un événement, un épiphénomène en fait sur le taux de chômage, mais bon, qui est pas, on espère bien que ça n'arrive pas tous les 4 matins, donc est-ce qu'il faut le prendre en compte? C'est un élément de réflexion, mais on va dire au moins, si on se base sur les autres occurrences, c'est 62% de risque d'avoir une baisse des marchés d'actions si effectivement le taux de chômage repart significativement à la hausse. Donc c'est l'un des indicateurs qu'il va falloir surveiller au cours des prochains mois. De la même manière, et c'est quelque chose qui a déjà été évoqué précédemment, ce sont les indicateurs avancés qui sont publiés par l'Université du Michigan. En l'occurrence, ce que ça montre, c'est que d'une manière générale, les barres bleues représentent les périodes où il y a eu des récessions officielles. Et l'indicateur en tant que tel, c'est la courbe en blanc. D'une manière simple, c'est quand les indicateurs avancés passent sous le seuil de 0, classiquement, cela se traduit par une récession au cours aussi des 12 à 18 mois qui suivent. Donc de la même manière, c'est pas quelque chose d'instantané, en règle générale, si ce sont des indicateurs avancés, bien évidemment, ils ne sont pas concomitants à une récession, ils sont plutôt en avance par rapport au fait qu'il puisse y avoir une récession à venir. Là, en l'occurrence, ça fait déjà depuis plusieurs mois que ces indicateurs avancés sont effectivement passés dans la zone rouge, donc prudence, même si, pour le moment,
il est vrai que de récession, il n'y en a point. Mais c'est simplement l'un des indicateurs que l'on regarde et qui nous incite à ne pas investir à 100%, on va dire, en tout cas qui devrait vous inciter à ne pas investir forcément à 100% sur les marchés actions, étant donné que pour le moment, tous les signaux ne sont pas encore au vert. Qu'est-ce qu'il y a dans ces fameux indicateurs avancés? Eh bien, il y a une composante financière et une composante non financière. Dans la composante financière, vous avez la performance ou l'évolution du Standard & Poor's, mais également les facilités de crédit et ce que l'on appelle la courbe de taux, donc la différence entre les taux à 3 mois ou à 2 ans et le taux à 10 ans. En l'occurrence, c'est quelque chose sur lequel je vais m'arrêter un petit peu parce que il y a des éléments tout à fait intéressants à venir. Si on regarde, avant d'attaquer la courbe de taux proprement dite, je voulais vous montrer dans un premier temps le taux à 10 ans aux États-Unis, étant donné que vous voyez depuis 40 ans, eh bien, le rendement du 10 ans américain était dans une tendance baissière, donc matérialisé de manière assez facile par ces moyennes mobiles qui baissaient et également par ce canal négatif donc, qui était en place depuis le milieu des années 80. Il se trouve que on est sorti par le haut de ce fameux canal, donc on a eu un changement de paradigme complet, c'est-à-dire qu'on peut considérer que toute la phase de baisse des rendements américains qui avait eu lieu ou qui a eu lieu depuis les 40 dernières années, eh bien c'est terminé. Donc on est dans quelque chose de différent. Alors quelque chose de différent, c'est soit le marché entre littéralement dans une phase de hausse de taux long terme, soit simplement il passe dans une période de transition qui va s'arrêter à un moment ou un autre, peut-être aux environs des 5,30, voire au pire du cas des 6,24, ce qui est matérialisé sur le graphique, et repartir ensuite à la baisse. Donc on pourrait très bien imaginer que pendant les prochaines années, en fait, on serait déjà très très proche d'un point haut et qu'ensuite les taux repartiraient gentiment dans un range long terme. Mais en tout cas, le fait marquant, c'est vraiment le fait que cette baisse de 40 ans des taux d'intérêt est terminée. En l'occurrence, si on regarde sur un graphique un peu plus court terme, donc là on est sur une évolution en données hebdomadaires, on s'aperçoit que pour le moment, on a une très jolie moyenne mobile de 55 semaines qui passe actuellement aux environs des 3,85%. Donc on n'est pas en train de faire du trading, hein, c'est pour vraiment montrer une structure long terme des taux aux US. Eh bien pour le moment, tant que cette moyenne mobile reste support, vous voyez qu'elle a plutôt bien fonctionné au cours de ces 2-3 dernières années. Eh bien on peut considérer donc que la tendance reste haussière, avec ces fameux 5,32 comme prochaine cible. Et certainement, quand on ira sur ces fameux 5,32, à partir de là, on s'autorise à imaginer que les taux devraient à minima se stabiliser et idéalement plutôt refluer, ce qui serait plutôt positif pour les marchés actions. Ça, on le verra un petit peu plus tard. En attendant, je vais vous parler de cette fameuse courbe de taux. Donc vous avez vu que le taux à 10 ans, il monte, et en l'occurrence, on aime bien regarder le différentiel entre le taux à 10 ans et le taux à 3 mois. Alors pourquoi on regarde ce différentiel de taux, que ce soit le taux à 3 mois ou le taux à 2 ans, objectivement, ça revient à peu près au même. Les éléments qui sont à garder en tête sont à peu près identiques. En fait, il faut bien comprendre le rôle des banques. Les banques, elles jouent sur l'effet de levier. Donc on va dire qu'elles ont un effet de levier de 10, c'est-à-dire que par rapport à leurs réserves, elles ont une réserve de 100, eh bien elles peuvent octroyer des crédits à hauteur de 1000. Mais pour octroyer des crédits, il faut bien qu'elles-mêmes se financent. Et en l'occurrence, elles se financent sur des taux courts, donc on va dire des taux à 3 mois ou des taux à 2 ans, et elles émettent ensuite les emprunts qui, eux, sont, on va dire, là dans le cas présent, à 10 ans. Et elles se rémunèrent donc sur ce différentiel de taux d'intérêt. Il est clair que quand le taux d'intérêt, plus l'écart entre ces deux taux d'intérêt est élevé, eh bien, plus la banque est invitée à octroyer des crédits, puisque c'est ce qui lui permet de générer des profits. Là, vous pouvez constater qu'on est sous les zéros, c'est la ligne rouge du graphique supérieur, ce qui veut dire que depuis plusieurs mois maintenant, eh bien, les banques sont nettement moins incitées à octroyer des crédits à leurs clients, pour la simple et bonne raison que le différentiel de taux est en défaveur. C'est ce qui fait que vous avez certainement pu lire ou entendre dans la presse financière que l'octroi des crédits, notamment pour les primo-accédants, est devenu beaucoup plus compliqué. Alors, est-ce que c'est grave en tant que tel? Eh bien, à partir du moment où on part du principe que les banques financent l'économie,
si les banques arrêtent de financer l'économie parce qu'elles ne sont pas incitées en raison de la courbe de taux, il y a effectivement un petit risque qu'à un moment ou un autre, ça se voit effectivement sur l'économie réelle. D'où l'intérêt de juxtaposer l'évolution justement de cette courbe de taux avec la performance du marché action. Et vous pouvez voir que d'une manière générale, ce que l'on constate historiquement, c'est lorsqu'il y a une inversion de courbe, c'est comme ça que l'on appelle effectivement cette anomalie, on va dire, entre les taux courts et les taux longs, eh bien à un moment ou un autre, cela peut se traduire par une récession dans les 12 à 24 mois qui suivent l'inversion de courbe. Donc là encore, comme on l'a vu pour les indicateurs avancés, c'est pas quelque chose qui se fait de manière spontanée, c'est pas, il y a bien une relation causale entre les deux, mais elle se fait dans le temps. Il y a un différentiel de temps entre la constatation de cette anomalie sur les taux et effectivement l'impact à proprement parler sur la bourse quand il y en a un. En l'occurrence, ce qui est utile de regarder en bon vieux trend following, c'est une moyenne mobile 40 semaines qui est précisée sur le Standard & Poor's, donc une 200 bourses, 200 jours. Alors pourquoi? Parce que vous pouvez vous rendre compte qu'en clôture mensuelle, c'est une moyenne mobile qui est assez rarement enfoncée, et quand elle l'est, eh bien c'est en règle générale, en tout cas, pour une période de temps relativement longue. Donc en l'occurrence, la conclusion de ce graphique, c'est oui, la courbe de taux incite à la prudence, mais non, pour l'instant, ça ne s'est pas traduit sur le marché boursier. Peut-être que ça ne se traduira d'ailleurs jamais, mais si ça devait au contraire avoir un impact négatif, on peut considérer qu'une clôture mensuelle sous la moyenne mobile de 100 jours serait effectivement le signal un peu, alors pas forcément sauf qui peut, mais de couvrir ses positions, d'alléger son portefeuille, de le diversifier, on pense ça comme on veut, mais en tout cas, gardez en tête que ce serait un signal a priori négatif pour les mois qui suivraient. Donc élément important, là aussi, à garder en tête. Sur cette courbe de taux, ce qui est intéressant de regarder en général, c'est lorsque il y a un steepening, c'est-à-dire que on retrouve les taux courts qui s'éloignent des taux longs, donc le spread se met à s'appelle steeper, donc il repart à la hausse. On a deux manières effectivement d'avoir cela, c'est soit parce que les taux courts baissent, et en général c'est ce qui arrive lorsque on a un incident financier ou macroéconomique, et donc on a concrètement la Fed qui se met à baisser ses taux courts, donc les taux courts vont baisser plus vite que les taux longs. Et donc là on est dans un bullish steepening, ça c'est le mot intelligent qu'on a inventé. La particularité de ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que le steepening auquel on assiste est au contraire un bearish steepening. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que ce sont les taux longs qui montent plus vite que les taux courts. Donc ça aussi, c'est une anomalie dans la pratique. Alors, est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Eh bien, je dirais que oui, au même titre qu'un bullish steepening, eh bien, les conséquences sont à peu près identiques. Là, en l'occurrence, vous voyez que des confrères de chez Capital Economics avec Refinitiv ont analysé les différentes séquences où il y avait eu une récession qui avait été précédée par ce fameux bearish steepening sur la courbe. Et vous pouvez vous rendre compte que oui, eh bien dans l'ensemble, là aussi ça n'a pas été immédiat, que ce soit dans la fin des années 70 ou début des années 90, le bearish steepening s'est également effectivement traduit, après qu'il y ait eu une inversion, par une séquence de récession aux États-Unis. Donc là aussi, c'est quelque chose qui incite plutôt à la prudence. Le dernier élément que je voulais aborder sur la partie taux, c'est l'influence entre les taux réels et les multiples de valorisation de la bourse. Alors les taux réels, souvent dans les précédentes présentations mensuelles que j'avais pu vous faire, je vous avais souvent parlé des taux réels en vous expliquant que c'était la différence entre en gros le taux à 10 ans et le CPI aux États-Unis. Il se trouve que là, la manière de calculer le taux réel est un petit peu différente. C'est la différence entre le 10 ans et les anticipations du taux, enfin de l'inflation dans 10 ans. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose, mais ça donne aussi une idée d'un autre type de taux réel. Mais en tout cas, c'est celui qui est effectivement mis en avant sur ce graphique-là.
Ce qui est intéressant en fait à garder en tête, c'est comme vous pouvez vous rendre compte qu'il y a quand même une concomitance entre ces fameux taux réels, la courbe de taux réels donc qui est en blanc, et les multiples de valorisation sur le Standard & Poor's. Et là, en l'occurrence, on s'aperçoit que on est dans une phase anormale où les multiples de valorisation sont encore relativement élevés, alors que les taux réels, eux, se sont appréciés, puisque là, l'échelle est inversée, on est repassé quasiment à 2,5 points d'écart. Donc, on pourrait s'attendre, enfin en tout cas, c'est une analyse de Bill Gross, qui est quand même un des papes du monde obligataire, et donc qui nous alerte sur le fait que si la corrélation entre les deux continue comme elle l'a été par le passé, eh bien, assez logiquement, on devrait plutôt avoir une baisse des PE du S&P, donc la traduction, c'est plutôt une baisse du marché action à suivre. Donc ça, on verra si Bill Gross a raison ou pas au cours des prochains mois. L'un des moyens aussi d'aborder un peu cette présentation, c'est de vous montrer un peu les interrelations entre les différentes classes d'actifs. En l'occurrence, j'attaquerai avec toute la partie dollar, l'influence du dollar. Vous savez que le dollar est lui-même influencé par les différentiels de taux d'intérêt. Et là, en l'occurrence, ce que je voulais vous montrer, c'était voir l'impact du dollar à la fois sur une autre classe d'actifs qui est en l'occurrence les comos avec l'or, et puis également sur la performance du Standard & Poor's par rapport aux autres bourses nationales. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que, grosso modo, les courbes se suivent. Donc, lorsque le dollar monte, l'or baisse. Lorsque le dollar monte, eh bien, le Standard & Poor's a tendance à surperformer le reste du monde. En tout cas, c'est ce que dit la courbe. D'où l'intérêt d'avoir un petit coup d'œil sur ce que fait notre brave dollar. Et là, en l'occurrence, l'une des manières d'illustrer en fait juste l'influence du dollar par rapport au Standard & Poor's, c'était sur un horizon de temps beaucoup plus court, mais vous pouvez voir que sur la courbe supérieure, donc c'est le dollar index, et la courbe inférieure, c'est le Standard & Poor's tout simplement, et que d'une manière générale, eh bien, le dollar avait tendance à faire ses tops avant que le Standard & Poor's fasse ses bottoms et inversement. Donc c'est quelque chose qui est plutôt intéressant à garder en tête, d'où si vous avez une bonne idée sur le dollar, eh bien, vous pouvez avoir peut-être une petite idée sur la performance du S&P en parallèle. En l'occurrence, sur le dollar, ce qui est intéressant, c'est toute la zone entre 107,10 et 107,80. Alors, je ne vais pas détailler le pourquoi du comment, la manière de trouver cette zone de résistance-là, mais simplement garder en tête qu'il y a eu un papier qui a été rédigé sur le site Zone Bourse, qui essaye d'expliquer un peu plus en détail cette zone avec l'idée d'une porte de saloon. Donc c'est quelque chose que j'ai effectivement rédigé sur la rubrique hebdomadaire sur les devises. Donc si vous voulez vous y référer, n'hésitez pas. La conclusion de tout ça, c'est le risque, pour le moment, tant qu'on est sous ces fameux 107,80, d'avoir simplement fait un faux break à la hausse, comme il y avait eu un faux break à la baisse au mois de juillet. Ce qui donnera vraiment du crédit à cette idée faux break ou pas faux break. Faux break, si on réintègre les 104,65, 104,70, à ce moment-là, on repartirait dans une structure baissière dollar. Et au contraire, si on arrive à s'extirper au-dessus des 107,80, ce n'est pas un faux break à la hausse, ce serait un break tout à fait valable, et à ce moment-là, on pourrait envisager des objectifs nettement plus ambitieux pour une hausse du dollar cette fois. Donc c'est vraiment deux points importants vraiment à surveiller pour les prochaines semaines et les prochains mois. L'autre facteur important à surveiller, c'est notamment vis-à-vis de l'inflation, c'est le cours du baril. Alors ce cours du baril, il se trouve que on a eu un déclenchement un peu d'une accumulation sur les bas en dépassement grosso modo des 83 $ le baril. Et après avoir buté sur quasiment les 95, on est revenu tester cette zone qui est également le haut d'une accumulation avec les 81 $. Donc on peut considérer qu'on est juste dans une zone un peu d'équilibre. Si le baril arrive à se maintenir au-dessus de ces fameux 81 $, eh bien pour le moment on peut considérer que le biais reste positif
avec certainement des nouveaux plus hauts à suivre. A contrario, évidemment, vous l'aurez compris que si on commence à enfoncer ces fameux 81 $ le baril, eh bien, il n'y aura plus grand-chose avant les derniers points bas, la zone des derniers points bas aux environs de 67 $ le baril. L'autre chose que je vous ai dit en parallèle, c'était que le dollar influençait l'évolution du prix de l'or. Là aussi, comme on avait vu la fameuse zone des 107,10, 107,80 sur le dollar, il se trouve que sur l'or, eh bien, on s'est arrêté aux environs des 167,50, donc sur le TF, c'est le GLD, aux États-Unis. Et vous pouvez vous rendre compte qu'au-delà du point graphique des points bas de Mars, c'est également une zone d'accumulation en termes de volume et un bas de canal baissier. Alors, tout ça pour dire qu'il ne serait pas du tout anormal de voir des reprises se structurer au-dessus de ces fameux 67,50, mais il ne faut pas trop se précipiter. On pourrait considérer que la consolidation qui est en cours depuis le mois de mai ne serait terminée qu'à partir du moment où on arrivera à déborder en fait toute une zone de résistance horizontale, une congestion aux environs des 177. Vous voyez, c'est à la fois une zone en volume, prix-volume, le point de concordance des moyennes mobiles et le haut de la dynamique baissière, donc en cours depuis le mois de mai. Ce qui fait que pour le moment, le rebond qui semble être en cours à l'heure actuelle ne peut être considéré que comme un rebond et pas encore, on ne peut pas encore confirmer un redémarrage aussi effectivement sur l'or. Et c'est exactement le même type de structure sur les compagnies minières, donc sur le graphique de droite, il y a juste les niveaux qui changent, mais enfin grosso modo, l'analyse est strictement la même. L'autre point d'achoppement qui est problématique, c'est la sous-performance chronique des small caps. Donc là, on peut l'illustrer par le Russell 2000 aux États-Unis. Alors oui, on est sur un bas de dynamique, au-dessus des 168 autour, 168 $. Oui, que ça puisse rebondir, c'est pas du tout anormal. On pourrait, si on était fou, on pourrait même se dire comme on a vu le bas d'un range, on pourrait parfaitement remonter dans les hauts de range, donc jusqu'à la zone 192, 197,5. Ça paraît un peu trop ambitieux, en tout cas pour l'instant, mais ma foi, techniquement, ce ne serait pas du tout un problème. Là où ça l'est par contre, c'est le fait que le graphique du dessus montre la performance du Russell, donc des small caps, comparativement au big cap, donc représenté par le Standard & Poor's. Dans un marché structurellement haussier, eh bien, les small caps, normalement, tendent à surperformer les big caps, puisque les investisseurs sont plus orientés à prendre du risque. Là, il se trouve que depuis maintenant des mois et des mois, eh bien, on se rend bien compte que les small caps sont délaissés au profit des méga caps, et notamment de quelques titres spécifiques comme Amazon, Tesla, Nvidia et consorts. Donc on a vraiment une dichotomie qui est un problème structurel à l'heure actuelle, qui rend également l'investissement sur les marchés d'actions américains assez compliqué, parce que grosso modo, toute la performance, ou 90% de la performance, n'est le fait que d'une petite dizaine de titres, alors qu'il y en a 500 quand même dans le Standard & Poor's, ce qui est un vrai problème, alors que tout un pan de la cote, lui, baisse purement et simplement. Donc, pour être vraiment serein sur un marché structurellement haussier, il faudrait voir ces fameux small caps, donc illustrés par le Russell 2000, se mettre à surperformer le Standard & Poor's. Pour le moment, malheureusement, ce n'est pas le cas, donc on est toujours dans une faiblesse structurelle. Justement, sur le Standard & Poor's, la dernière fois qu'on s'était parlé, eh bien, on avait commencé cette consolidation. Il se trouve que pour le moment, la consolidation, elle a permis de revenir sur l'ancien point d'accélération haussière du mois de juin, donc la zone des 4200. Vous voyez qu'on a toute une zone qui pourrait aller jusqu'à 4100, mais très honnêtement, j'aime moins. On peut considérer que sur le cash, il faudrait dépasser les 4415, 4414, qui est un niveau de gap, notamment, je vous passe les détails, pour donner un peu plus de crédit au fait qu'on rattaquerait les 4600, ce qui veut dire aussi que si on n'arrive pas à dépasser ces fameux 4415 autour, le risque serait de restructurer une jambe de baisse, d'aller retester les 4200, voire de les enfoncer, et si on devait les enfoncer, bien vous voyez qu'on passerait sous la fameuse moyenne mobile à 200 bourses, qui est en rouge, donc on rentrerait certainement dans quelque chose de plus problématique, compte tenu de ce que j'avais évoqué précédemment. Donc support clé aux environs des 4200, résistance court terme à surveiller, 4415, donc
à déborder, idéalement en clôture daily pour donner un peu plus de crédit à une poursuite du rebond. Enfin, dans ce contexte, est-ce qu'on peut quand même trouver quelques petites pépites en termes de thématiques d'investissement? Alors, si vous revisionnez ce qui a été fait il y a à peu près un mois maintenant, vous verrez qu'il n'y a pas énormément de modifications en termes de thèmes qui ont le vent dans le dos. Alors, on a pour l'instant toujours le Japon, ben ça c'est lié effectivement avec la faiblesse du yen, donc rien de nouveau. Sur la partie asiatique, bon, il y a la Turquie, mais également l'Inde qui se tient bien. On avait évoqué le mois dernier tout ce qui était lié à la thématique uranium et nucléaire, qui continue d'être plutôt bien orienté. L'IA et consorts, là aussi c'est plutôt quelque chose qui tient bien, qu'on illustre non seulement sur la thématique pure IA et FANG, mais également que l'on retrouve logiquement sur les télécom services aux États-Unis, donc je le rappelle, qui est très différent du secteur télécommunications européen, et évidemment sur la partie tech. L'une des thématiques qui semble propre à l'Europe, hein, pour une fois on ne va pas s'en priver, c'est tout ce qui touche à la finance. Donc à la fois, vous voyez, finance en Europe, donc on retrouve là-dedans les banques, les services financiers, et également la partie assureur. Il se trouve que l'assurance n'est pas dans la partie verte, donc on va faire l'impasse sur les assureurs. Tant pis pour eux, on va se concentrer plutôt sur la partie bancaire et les services financiers. Donc services financiers, c'est tout ce qui touche également au hedge fund. Donc chose intéressante, et le private equity, donc vous retrouvez également comme étant une thématique un peu liée. Donc ce sont des choses que l'on peut regarder et on peut s'y attarder un petit peu. Là, si on regarde les banques, ce qui est intéressant, c'est un graphique vraiment long terme. Vous voyez, on remonte à 2009. Depuis 2009, en fait, les banques, grosso modo, là c'est illustré par un ETF, eh bien ça oscille entre, allez, on va arrondir, entre 11 et 25. Donc c'est pas dingue. Il se trouve qu'on y est sur ces fameux 25 et que c'est un secteur qui surperforme à l'heure actuelle. Et tout ce qu'il faut garder en tête, c'est que si on arrive à dépasser ces fameux 25 en clôture mensuelle, et idéalement nettement au-dessus, eh bien ça va donner du crédit au fait que les 15 ans ou 14 ans à peu près de range sont enfin terminés, avec logiquement, on peut l'espérer en tout cas, une hausse structurelle des banques et une surperformance du secteur bancaire par rapport au stock 600. Donc si vous voulez plus de détails, sur les ETF notamment, je vous ai mis un lien en dessous, puisque ça a été illustré par l'un de mes collègues. L'autre thématique que je trouvais également intéressante, donc c'est sur le private equity, et là également vous voyez qu'il y avait eu une phase d'accumulation. Là on est sur un horizon de temps plus court, puisqu'on remonte simplement à 2022. Accumulation sur les bas, on en sort par le haut en débordement grosso modo des 90. Le relatif, donc la performance relative entre cet ETF et le stock 600, ben vous voyez que là aussi, alors qu'il était dans une phase de sous-performance depuis fin 2021 jusqu'à grosso modo mi-2023, on en est sorti par le haut, on est au-dessus de la moyenne mobile longue. Donc là, c'est également quelque chose qui semble intéressant à exploiter pour ceux qui cherchent effectivement des secteurs à acheter ou des thématiques sur lesquelles investir. Le dernier graphique que je voudrais vous montrer, il est beaucoup plus spéculatif. Pour l'instant, il n'y a absolument rien de fait, mais je trouve que ça pourrait être quelque chose de vraiment intéressant pour les prochains mois. En l'occurrence, c'est le gaz naturel. Là, je vous ai mis le gaz naturel aux États-Unis. C'est un ETF qui s'appelle UNG, que vous pouvez retrouver sur Zone Bourse. Il y a un pendant en Europe, fait par la société Wisdom Tree, qui est ENGS, et qui est le pendant en fait de cet ETF UNG, et l'ENGS, eh bien il se trouve que c'est un secteur sur lequel on peut investir, donc tout à fait intéressant de jeter un petit coup d'œil. Tout ça pour dire que pour l'instant, deux éléments à surveiller. Le premier, c'est le fait que les bandes de Bollinger sont en graphique hebdomadaire particulièrement resserrées, donc c'est une manière de l'illustrer avec l'écart type qui est en bas. Donc on a des fluctuations très très faibles, et classiquement, contraction veut dire que pour la suite, il va y avoir une expansion. C'est toujours la même chose. C'est l'effet d'élastique. On tend l'élastique, après il revient à sa position normale, et puis quand il revient à sa position normale, à un moment ou à un autre, il se retend. Eh bien, les bandes de Bollinger, ça fonctionne pareil.
Donc ce que l'on attend, c'est en fait à peu près le débordement des 8 en clôture hebdomadaire pour justement réussir à s'extirper par le haut, c'est les 8 $ sur l'UNG, à s'extirper par le haut de toute cette phase de congestion qui dure depuis plusieurs mois maintenant et qui devrait donner du crédit à quasiment à peu près, oui, pas que quasiment, mais au doublement en fait de la valeur de l'ETF. Donc passer de 8 à 16, ce serait l'objectif normal. Donc une thématique potentielle qui n'a pas encore été déclenchée, mais que je trouvais vraiment intéressante à vous montrer, ou en tout cas à surveiller pour les prochains jours, prochaines semaines ou prochains mois, en fonction de quand ce marché aura la gentillesse de bien vouloir déclencher la figure. Enfin, difficile de passer sous silence la performance sur le luxe, après la déception enregistrée par LVMH, notre champion national. Surtout que, si vous vous souvenez, le mois dernier, je vous disais qu'on était revenu sur une zone de support. Là, c'est le secteur luxe en Europe, où donc, qui regroupe vraiment, vous avez les LVMH, les Kering, Ferragamo, etc. Donc c'est beaucoup plus, les Hermès évidemment, c'est plus concentré que ce que vous pouvez voir sur le luxe monde. Et en l'occurrence, je vous avais dit qu'on était sur cet indice très proche d'une zone potentielle de retournement à la hausse, donc les 3237 autour. Et bien pour le moment, thématique potentielle là aussi, ça n'a malheureusement en tout cas rien n'a été déclenché à la hausse. On continue d'être dans une zone rouge, très honnêtement, on oscille avec ces fameux 3237 et les 3050. C'est le maximum du maximum que l'on peut s'autoriser avant de considérer que la structure en fait a vraiment changé de sens. Donc en l'occurrence, pour le moment, tant qu'on est au-dessus de ces fameux 3050, eh bien, je pense qu'il faut quand même essayer de privilégier les achats sur force, puisque comme c'est un secteur qui est faible, ça sert à rien d'acheter le couteau qui tombe, il vaut mieux attendre gentiment qu'il ait la gentillesse de vouloir montrer des signes tangibles de hausse avant de se positionner dessus. Et à l'inverse, si on commence à casser les fameux 3050, eh bien c'est qu'on est dans quelque chose de nettement plus négatif, et ça veut dire qu'il vaudra mieux rester à l'écart de luxe pendant encore quelques mois. Voilà, merci beaucoup en tout cas pour l'intérêt que vous portez à ces présentations mensuelles. Si vous avez des suggestions à nous faire en termes de thématiques ou simplement de revues de marché spécifiques qui vous intéresseraient, n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse email qui est compte@zonebourse.com. Et en attendant, je vous dis à dans un mois. Merci beaucoup, au revoir.